Mesdames et messieurs, merci à nouveau de votre présence à ce colloque. Je vais dès maintenant, Didier Meilran est déjà sur scène, appeler les intervenants à cette table ronde qui réunit des représentants du monde de l'entreprise et des fondations, avec Hugo Brugière, président de HBR Investment, Elisabeth Dassouza de la Fondation Entreprendre, Pierre Drillon, le directeur de la communication de Storengy, Philippe Dornano, président de Sisley, Stéphane Ozil, directeur d'un fonds de dotation d'Alès, Alès Mécénat, et Virginie Percevaux, qui est la déléguée générale des deux fondations du Crédit Agricole. Voilà. Et je laisse la parole à Didier Meilran avec une recommandation pour tout le monde. Oui. Didier, tu te mets bien à gauche. Oui. Enfin, est-ce que c'est suffisant là? À droite, vu d'ici. Pour le streaming. Bonjour, voilà, messieurs, pour le streaming. Et mesdames et messieurs les intervenants, je vous demande de tenir le micro près de votre bouche, parce qu'il y a une baisse d'intensité du son du fait du streaming. Donc, donc il y en a un là. Voilà. Et puis il y en a peut-être un autre quelque part. Il y en a un là. Vous en avez chacun à vos tables? Tout va bien. Tout va bien. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est donc de tenter de répondre à l'intitulé de cette table ronde, un monde économique, sous-entendu des acteurs du monde économique, à l'écoute d'un autre monde, celui de la culture, avec lequel ils font lien, ils font mécénat, avec des acteurs du monde de la culture. Et pour nous en parler, il y aura des prismes différents, des chefs d'entreprise, des responsables de fondations, qui nous aideront à observer ce sujet de la relation entre le monde de la culture et les mécènes. Et nous le ferons peut-être en 3 temps. Quelles modalités ces organisations économiques orchestrent, si je puis dire, leur mécénat culturel? Quelles spécificités pour ce mécénat culturel en cette période de crise sanitaire, Covid? Nous tenterons d'échanger sur la question du lien social, et puis sur celle des territoires. Et puis des territoires à la campagne, il n'y a qu'un pas. Nous terminerons par demander à chacun des personnes présentes leur perspective, quelles mesures de campagne devrait porter tel ou tel candidat sur le mécénat culturel, afin qu'il opère son rôle économique, social et de rayonnement de ces enjeux culturels. Voilà un peu pour le programme. Pour les personnes qui sont avec nous, Elisabeth Dassouza, qui est à ma gauche. Bonjour, madame. Bonjour. Et vous êtes directrice de la philanthropie et du mécénat de la Fondation Entreprendre. 2 mots sur la Fondation Entreprendre. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. 2 mots, la Fondation Entreprendre est une fondation créée en 2008 par un entrepreneur familial français sur ses fonds baptismaux, mais qui a souhaité depuis le démarrage que ce soit la fondation de tous les entrepreneurs, pour tous les entrepreneurs. Donc aujourd'hui, la raison d'être de la fondation, c'est de faire de l'entrepreneuriat un levier extraordinaire d'émancipation pour adresser des enjeux de société, donc d'insertion professionnelle, d'égalité des chances, d'égalité territoriale. Et on le fait à travers 3 prismes. On éduque à l'esprit d'entreprendre pour diffuser largement, pour que demain puissent naître des vocations d'entrepreneurs. Et donc du coup, insuffler vraiment dans l'esprit d'entreprendre, et notamment auprès de la jeunesse, pour qu'à la sortie de leur parcours scolaire, ils puissent devenir fonctionnaires, salariés ou entrepreneurs. On ne fait que ce qu'on connaît, donc il faut bien qu'ils connaissent l'entreprise et l'entrepreneuriat. Le deuxième, c'est donc de permettre à ceux qui le souhaitent d'entreprendre et de pérenniser leur entreprise. Donc on est convaincu à la Fondation qu'il faut accompagner ces entrepreneurs, quel que soit l'accompagnement, pour un taux de pérennité. Et le troisième, c'est d'être un porte-voix de la cause entrepreneuriale pour faire bouger les lignes de sujets qui nous paraissent cruciaux, comme le regard de l'échec entrepreneurial, l'entrepreneuriat au féminin, la place des seniors dans l'entrepreneuriat et bien d'autres sujets. Voilà, les présentations sont faites avec plus que 2 mots.
Virginie Perceval, là aussi 2 mots sur la fondation du Crédit Agricole Solidarité et Développement. Et puis, vous êtes également la déléguée générale de la Fondation Crédit Agricole Pays de France. Bonjour à tous. Donc, ravie d'être avec vous aujourd'hui. En quelques mots, donc, la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement est une fondation reconnue d'utilité publique créée en 2014 et qui agit pour favoriser l'autonomie socio-économique des personnes. La Fondation Crédit Agricole Pays de France, quant à elle, est une des plus anciennes fondations françaises puisqu'elle a été créée il y a plus de 40 ans et elle agit donc en faveur de la préservation et de la valorisation du patrimoine culturel sur l'ensemble des territoires. Et je me dois quand même de citer la trentaine de fondations et de fonds de dotation qui existent au travers des 39 régions, caisses régionales du groupe Crédit Agricole, qui elles aussi agissent en faveur du mécénat sur ces différentes thématiques. Merci. Hugo Brugière, président HBR Invest Group. Dites-nous, vous aussi, quelques mots sur votre activité, et puis nous parlerons tout à l'heure du mécénat que vous opérez avec l'Opéra Royal de Versailles. Bon, déjà, je note que moi, c'est quelques mots. Je n'ai pas 3, donc je vais essayer d'en profiter. Non, je rigole. Non, HBR Investment Group, donc c'est un fonds d'investissement où nous faisons de la reprise et de la restructuration de sociétés cotées en bourse en difficulté. Donc, on est vraiment dans une niche et effectivement, on a décidé d'être mécène de l'Opéra Royal de Versailles l'année dernière et on en reparlera puisque la crise, on a même décidé de doubler notre mécénat pour essayer d'aider à supporter la vague. Voilà. Très bien. Pierre Drillon, directeur de la communication et des territoires chez une filiale d'Engie. Peut-être que vous pouvez nous en dire aussi 2 mots. Bonjour, ravi également d'être parmi vous aujourd'hui. J'exerce des fonctions de directeur de la communication et des territoires au sein de Storengy. Storengy, c'est une filiale d'Engie qui stocke du gaz naturel pour l'utiliser l'hiver. Et je fais partie du comité de sélection de la fondation Engie, fondation qui a été créée il y a maintenant plus de 30 ans et qui a 3 axes principaux de travail. Le premier, c'est tout ce qui est jeunesse et enfance. Le second, c'est l'emploi et l'insertion. Et le troisième, c'est tout ce qui est lié à la transition énergétique, au climat et à la biodiversité. Merci. Philippe Dornano, président du groupe Sisley, coprésident du METI. Le groupe Sisley et les actions de la fondation, là aussi quelques mots. Donc Sisley est une entreprise familiale. On a créé une fondation il y a maintenant 13 ans, fondation d'entreprise qui a un budget qui correspond au maximum autorisé, soit à peu près, enfin pas autorisé, mais en tout cas du plafond, c'est-à-dire 0,5% de notre chiffre d'affaires. Et ça, on le fait constamment depuis 13 ans. On a 5 axes d'action. On a pris, vous savez, vous devez avoir un objet lorsque vous créez une fondation. Alors, j'en oublie toujours un, mais on a pris des axes d'action assez larges: environnement, santé, éducation, culture et le domaine social. Et par ailleurs, le METI, qui est le mouvement des entreprises de taille intermédiaire que je co-préside, parmi ces actions qui représentent les entreprises de taille intermédiaire, donc des entreprises de 50 millions à 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, a tout un volet d'actions pour regrouper et développer l'engagement sociétal à travers des fondations, des fonds de dotation. Donc c'est une cause qui nous paraît importante et que l'on défend. Stéphane Ozil, un fonds dédié à la culture, une société de conseil. Oui, donc moi j'ai une société de conseil qui s'appelle Ozil Conseil. Je conseille les entreprises et institutions sur leur communication et leur stratégie de contenu sur Internet. Et en tant qu'entrepreneur, je fais partie donc du fonds de dotation Alès Mécénat dont je suis le secrétaire, qui est en fait un fonds de dotation qui réunit des entreprises d'un territoire, donc celui d'Alès, qui se trouve pas loin de Nîmes, dans le Gard. D'où votre bel accent. Voilà, merci. Et qui donc réunit des entreprises qui veulent localiser, entre guillemets, leurs impôts, soutenir des projets culturels et sportifs. Et donc le fonds de dotation leur propose de les décharger de l'aspect administratif, de sélectionner des projets cohérents et solides. Et là aussi, notre rôle, c'est au quotidien, depuis moins de 5 ans maintenant, d'essayer de convaincre le plus possible d'entreprises de nous rejoindre pour justement valoriser l'action de mécénat auprès de la culture et du sport.
Voilà, les présentations sont faites. On va rentrer dans les angles d'attaque que j'évoquais tout à l'heure. Et pour commencer, je vais vous demander à chacun, chacune, chacun, ceux qui le souhaitent, de réagir sur ce premier angle d'attaque. Pour vous, le mécénat, quelle vision ou quelle vocation? Hein, on va partir très large et puis on terminera tout à l'heure par les perspectives, et je vous l'ai dit, on passera par les priorités, des actions clés, le lien social, le vivre ensemble. Mais là, parlons de la vision. Pour vous, le mécénat, il a quel rôle? Quelle est votre vision quand vous intervenez en termes de mécène? On peut peut-être commencer par le Crédit Agricole. Très territorial, j'imagine. Absolument. Alors nous, au Crédit Agricole, très clairement, notre volonté, c'est d'être utile au territoire. Donc pour ça, on a en fait un maillage territorial qui est extrêmement fin. On est un groupe qui est extrêmement décentralisé. Et donc notre politique de mécénat, elle est aussi très décentralisée et on essaye d'être à l'écoute des besoins des territoires. Et donc sur les axes que j'ai cités tout à l'heure, donc la solidarité et la culture, le patrimoine. Avec l'idée que l'essaimage est une donnée importante, c'est-à-dire plutôt plein de petits projets qui font ruisseau vers fleuve et essaimage sur les territoires, ou alors au contraire, quelques gros projets que vous soutenez massivement? Les deux, en fait. Les deux. Je dirais qu'en fait, on a à la fois la volonté d'accompagner des projets qui sont extrêmement locaux, qui ont du sens au niveau d'un micro-territoire. On sait qu'il faut être présent parce qu'il y a aussi des mécènes qui choisissent de ne pas le faire. Donc nous, on a conscience que c'est extrêmement important. On accompagne aussi des projets d'envergure nationale. Alors, un exemple de chaque, peut-être? Voire international. J'allais le dire, justement. Par exemple, on a la volonté d'accompagner des moulins, voilà, la restauration d'un moulin, par exemple. Alors j'en ai un en tête dans le Finistère. Donc là, on est sur un projet qui a un rayonnement local, mais qui en fait va avoir une importance extrême pour un territoire, parce qu'on va créer du lien, parce qu'il va y avoir un volet pédagogique, un volet social, un volet d'insertion. Donc on est sur le lien, la proximité. Et puis, on va accompagner des projets avec des rayonnements beaucoup plus vastes. Donc, par exemple, avec un rayonnement international tel que la restauration du cloître de Mont-Saint-Michel, on est présent aussi et on sait qu'il faut l'être. On est aussi présent à Versailles. On a accompagné la restauration du bosquet de la Reine. Donc, on a cette volonté d'être utile au territoire et d'apporter une valeur ajoutée. Et en cohérence avec votre ancrage, votre ADN et j'imagine aussi l'étendue très large du réseau. Hein. Je crois que c'est 7000. Voilà, 7000 agences et un réseau humain d'une 50aine de personnes qui sont dédiées au mécénat pour accompagner les porteurs de projets. Donc une vision des moyens et des ressources humaines. Hugo Brugière, quelle est pour vous la vision que vous avez du mécénat? Elle va être différente, j'imagine. Alors effectivement, elle est très différente. Nous, on est rentré dans le mécénat majoritairement déjà pour soutenir la création. Soutenir la création et soutenir la culture, parce que nous, c'est vraiment que ce qu'on fait. On fait majoritairement de l'opéra et du ballet. Donc c'est sûr que... voilà. Donc soutenir la création de ballet. Soutenir la création, voilà. Soutenir la création en règle générale et soutenir la création effectivement de ballets, d'opéra ou de spectacles ou de représentations du spectacle vivant. Là aussi, un exemple ou deux pour bien nous faire comprendre. C'est toute la programmation de l'Opéra Royal de Versailles et tout ce qui va avec aussi sur la Chapelle Royale. Donc c'est des opéras. Il y a eu Richard Cœur de Lion de Guthrie qui a été mis en scène à l'Opéra Royal par l'Opéra Royal de Versailles. Il y a un certain nombre de spectacles qui vont arriver cette année. Voilà, c'est ça, c'est d'apporter une pierre là-dessus. Pour vous, pourquoi ce choix? Pour le Crédit Agricole, histoire de la banque, de son réseau sur les territoires, de son ancrage à la fois devenu d'une immense banque, mais inscrit dans un parcours lié à l'agriculture tout au début. Mais vous, c'est un choix personnel? C'est un choix de mécène? Alors, je crois que quand on est mécène dans une entreprise, puisque moi je suis un petit peu comme Philippe, c'est une entreprise familiale dans laquelle
on est fortement impliqué. Donc en réalité, on va aussi un peu vers nos tropismes. Bien sûr. Voilà. Donc il se trouve que mon tropisme étant les ballets et l'opéra, on est plutôt allé soutenir nos tropismes. Même si j'aime bien les moulins aussi. Hein, mais c'est très très différent voilà, lorsque le mécène agit presque avec une âme de philanthrope ou quand le mécène agit avec, en trame de fond, l'histoire et l'ADN de l'entreprise. Et c'est ce que l'on vient de découvrir là. Est-ce que vous voulez bien, cher monsieur, aussi nous donner votre vision du mécénat culturel? Pourquoi vous y allez? Comment vous le faites, vous? Avec quel ancrage? Alors en fait, notre vision du mécénat culturel est une vision qui est assez proche de celle qui a été présentée par Virginie il y a quelques instants. Notre vision du mécénat culturel, elle est avant tout pour et avec les citoyens, au cœur des territoires. C'est-à-dire que nous avons bien évidemment des projets d'ampleur nationale ou internationale, mais avant tout, nous avons des projets locaux, territoriaux. Et c'est ça, en fait, je pense, la force du mécénat, c'est d'avoir des projets qui sont au cœur des régions dans lesquelles on est implanté, et également d'avoir des projets qui sont sélectionnés par des salariés et d'autres acteurs, évidemment. Quelques exemples, là aussi, peut-être. Alors, on a vu les moulins, les ballets, et alors là? Alors, je suis très fan de moulins. Je peux vous parler, par exemple, d'un festival photo à Montier, dans l'est de la France. Donc la photo. Donc voilà, c'était un exemple. C'est un petit festival, mais qui a un grand rayonnement et qui permet de faire beaucoup de choses, notamment avec les scolaires. On a aussi des actions nationales. Je pense notamment à tout ce qui est restauration de Saint-Denis ou encore de Notre-Dame. Et puis des programmes à l'international, comme l'éducation des femmes en Afghanistan. Alors, ce n'est pas le meilleur exemple vu le contexte actuel, mais c'est assez représentatif de ce qu'on peut faire. Il fallait le citer. Philippe Dordaneau, pour le groupe Sisley, la Fondation Sisley, quelle est votre vision, vous, du mécénat au sens large et du mécénat culturel? Qu'est-ce qui anime la Fondation? Bon, d'abord, le mécénat, il faut le dire, on a la réputation en France d'être moins mécène que les autres. Et il peut y avoir un certain nombre de raisons qui l'expliquent. On sait qu'on a une des plus fortes fiscalités de l'OCDE. On sait que mais on a également un changement réel qui est en train de s'opérer et qui nous touche tous, et je pense qu'on observe tous, que nous, en tout cas, alors là, au niveau des ETI, on observe, on a des lois à Yagon qui sont majeures, qui sont passées dans le début des années 2000, et depuis que ces lois sont passées, on a un changement, on a une transformation. Pour vous donner un chiffre, on a 3 fois plus d'ETI mécènes qu'il y a 10 ans, 3 fois plus. Donc il y a un vrai changement. On parlait avec la Fondation de France, qui est une des fondations abritantes. Elle disait que la plupart des nouvelles fondations qui se créent et qui abritent sont des fondations d'entreprises de taille intermédiaire ou de PME. On voit que ce mouvement se crée et qu'il se développe. Et moi, je crois qu'il y a 3 éléments qui rendent cette cause importante. La première, c'est que on voit qu'il y a des très grands besoins sociaux dans le domaine de la santé, dans le domaine de la culture, et ça permet déjà, tout ce mécénat, d'ajouter à l'action au budget de l'État qui ont leurs limites, un supplément qui est un supplément librement consenti par la société civile, et c'est très important. Il y a un deuxième point qui me paraît très important dans ce mécénat, ce mouvement de mécénat, c'est que il est générateur, on en parlait avec plusieurs des associations qu'on soutient, il est générateur d'idées, il est générateur d'innovation sociale. Parfois, on peut soutenir des causes que l'État ne pourrait pas soutenir parce que c'est des innovations, des petits projets, et ça peut être, si ça marche, repris ensuite par la puissance publique. Donc on voit qu'il y a quelque chose de très fertilisant aussi dans le mécénat. Puis il y a un troisième point qui nous explique notre engagement, et qui est que ça crée, et qui est peut-être le point dont on parle le moins, et qui est pourtant à mon sens le plus important, ça crée du lien dans un pays qui est très en silo, où les gens ne se parlent pas. Brusquement, des gens autour d'un projet venant d'horizons différents commencent à se parler, commencent à travailler ensemble. Et en travaillant ensemble, ils se rendent compte qu'ils sont tous plutôt motivés, qu'ils sont tous plutôt bien. Et brusquement, l'école, le monde privé, les associations, les collectivités locales, l'État se parlent et travaillent ensemble. Et ça, c'est très, à mon sens, très important pour notre société. Et rien que pour cette seule raison, le mécénat devrait être défendu. Et nous, c'est en tout cas pour ça que ce soit dans le domaine culturel ou d'autres, on s'engage. Et Stéphane Ozil, quelle est votre vision du mécénat et du mécénat culturel, bien sûr?
je vais essayer de me faire le porte-parole donc des entreprises du fonds. Je pense que ce sont des entreprises, celles qui agissent dans les mécénats et dans les fonds de dotation en faveur du mécénat en général, sont des entreprises qui ont une vision de l'entreprise comme devant jouer un rôle dans la société, mais aussi sur le territoire. Et donc, en faisant ça, faire du mécénat, c'est une façon aussi de localiser ses impôts, puisque c'est défiscalisé. Donc, en fait, ce sont des entreprises qui choisissent ça, qui veulent agir sur les territoires, qui ne veulent pas seulement créer de l'emploi, seulement entre guillemets, ou de la richesse, mais qui veulent aussi agir là-dessus. Et la culture, c'est justement, dans le territoire, un des leviers d'attractivité. Donc, pour les entreprises, il y a aussi cet intérêt-là, c'est-à-dire pour tous celles et tous ceux qui ont une problématique de marque employeur, qui ont besoin de recruter, faire en sorte que le territoire soit vivant. La culture, c'est un peu le battement de cœur de la société ou d'un territoire. Et donc, ils viennent en renfort de cela pour que ce battement, tout le monde l'entende. Elisabeth Dassouza, est-ce que les entreprises qui ont rejoint la Fondation Entreprendre ou qui l'ont fondée, des grandes familles historiques de la grande distribution et du Nord, est-ce qu'elles ont une vision du mécénat qu'elles vous partagent, que vous pourriez nous décrire ici? Est-ce que vous sentez le mouvement qu'on nous décrit là, que les entreprises de plus en plus investissent le champ du mécénat, poussées par des dispositifs réglementaires ou fiscaux? Enfin, tout à fait. Je nous retrouve dans tout ce qui vient d'être dit. Pour répondre à votre question, alors d'abord, est-ce que c'est poussé? Moi, je dis toujours que c'est la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que ça accélère, mais c'est avant tout, évidemment, une conviction personnelle ou d'une entreprise. Oui, on vient de l'entendre voilà. ici ou là. C'est important parce que souvent, on a parlé de niche fiscale et on est très convaincus que c'est évidemment des hommes et des femmes qui portent ces sujets et qui sont accélérés par la fiscalité. Pour répondre à votre question, à la Fondation, notre vision, c'est avant tout, décloisonner les mondes, et c'est l'alliance de la philanthropie et du secteur marchand, et on est convaincus que les gens bien ou les gens qui veulent faire du bien sont partout, c'est-à-dire dans le secteur du non-profit, dans les associations, dans les entreprises, et qu'évidemment les entreprises et les entrepreneurs, femmes et hommes, sont, les fervents défenseurs de ce sujet. Et donc, oui, il y a un mouvement qui s'accélère parce qu'on veut rendre à la société ce qu'on a reçu par l'entreprise, qui est une cellule vraiment aujourd'hui très solide et qui est constituée d'hommes et de femmes. Et surtout, on veut accélérer et innover. Quand vous parliez de vision de la philanthropie, nous on pense que la philanthropie est un accélérateur d'un côté et côté d'innovation, comme le disait Philippe, de l'autre, et qui peut être effectivement un pilote qui peut être repris par la sphère publique ou d'autres structures plus fortes et plus impactantes. Donc oui, les entrepreneurs sont vraiment... et les entrepreneurs et les entrepreneuses sont au cœur de la philanthropie. Alors, nous allons poursuivre. Je vous précise au passage que, bien sûr, il y aura un temps où vous pourrez poser vos questions à la fin des échanges. Donc, n'hésitez pas à les noter. Et puis, tout à l'heure, on vous donnera un micro et vous pourrez poser des questions pour avoir des réponses spécifiques à des domaines, à des champs qu'on n'aurait pas abordés. Deuxième temps, vous allez essayer, si vous le voulez bien, de nous parler des vecteurs, des porteurs de votre mécénat. Il y a des choix, il y a des outils différents. Et puis, d'essayer aussi de mettre en lien ces choix, ces porteurs, ces vecteurs avec la culture et peut-être à ce qu'on a pu décrire comme une forme de... possibilité de sanctuarisation de la culture. Est-ce qu'il faut vraiment préserver la culture dans cette actualité Covid, et pourquoi? Et le mettre donc en cohérence avec les vecteurs ou les porteurs de vos actions de mécénat. Il y a comment c'est porté, avec quel outil, et est-ce que ça peut faire sens avec le fait de sanctuariser quelque part la culture comme vecteur du lien social. Et on tente de refaire un tour de table. Allez, on change. Et est-ce qu'on peut commencer par vous, Pierre Drillon? Avec plaisir. Je suis intimement convaincu que la culture est indispensable, surtout en temps de crise. La crise a été terrible pour beaucoup de gens, mais la crise a aussi été une façon de nous réinventer, de consommer différemment la culture. On est passé d'une culture présentielle à une culture digitale qui certes
ne peut pas tout faire, mais ouvre le champ des possibles, donne accès à la culture à des gens qui n'ont pas forcément accès géographiquement parlant, on va dire, mais ont pu, grâce au digital, découvrir la culture. Donc ça a été dur, ça a été violent. On a tous en tête les difficultés rencontrées par les gens du spectacle notamment. Ça a été une épreuve terrible, mais qui nous a permis aussi de nous réinterroger et de grandir. Et je pense que tout l'enjeu maintenant, c'est de faire que la culture ne tourne pas trop vite cette page, mais garde bien en tête les aspects positifs du Covid et toutes les belles actions qu'on a pu mettre en place avec le Covid ou à cause du Covid, ça dépend comment on le dit, mais en tout cas des choses qui n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas eu ce Covid et ce confinement. Est-ce que vous avez maintenu les mêmes montants, les mêmes aides, les mêmes subventions, Covid ou pas Covid, ou est-ce que le Covid a détourné de la culture certaines des affectations? Alors le Covid a clairement détourné de la culture certaines affectations. Chez vous? Chez nous. Pour plusieurs raisons. La première, il y avait quand même une urgence sanitaire et sociale auquel nous avons souhaité répondre via diverses actions comme l'achat de matériel pour des hôpitaux ou des EHPAD. Donc ça, c'est une raison sanitaire. Et puis, il y a aussi une raison très, je dirais, de situation, qui est que diverses actions que l'on devait soutenir ont été annulées pour cause de Covid. Hugo Brugière, est-ce que vous avez maintenu votre soutien comme précédemment pendant cette période et pour ces ballets qui vous sont chers, ou est-ce que cette crise a mis une tension particulière sur vos enjeux de mécénat et que du coup la culture en a souffert, en tout cas vos actions? Non, alors c'est ce que j'expliquais en introduction. Nous, en réalité, on a doublé. On a doublé notre mécénat quand on s'est rendu compte un peu de la crise que l'on était en train de traverser. C'est plutôt un moteur, cette crise. Oui, parce qu'en fait, on a vu et on était très... Et on va y mettre plus d'argent. Alors le gros de notre activité dans notre fonds d'investissement, c'est la restauration. Donc, si vous voulez, on a été extrêmement touchés, très impactés. Hein. On a quasiment divisé notre chiffre d'affaires par 3 sur l'année 2020. Mais il y a un moment donné où en fait on a vu très vite beaucoup de gens se retirer de la culture, alors pour beaucoup de bonnes raisons, hein, beaucoup avec des arbitrages qui étaient faits différemment. Et nous, on s'est dit en fait, ce secteur de la culture, il ne doit pas rester juste le secteur qui, à la fin, paye les pots cassés parce que tout le monde s'en va. Et il y a eu beaucoup de mécènes où il y a eu des vrais sujets à Versailles. Et donc, effectivement, moi, j'avais appelé le château de Versailles pour dire, nous, on va doubler et on va essayer de soutenir et on va essayer d'être là. Voilà. Mais encore une fois, tout ça n'est que très personnel. Hein, et je crois vraiment qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison de retirer son mécénat. Et ça se prête à Versailles d'être bon prince. Philippe Dornano, est-ce que cette actualité Covid, cette crise sanitaire, a eu un impact sur les choix opérés par la Fondation Sisley et dans le champ culturel en particulier, ou vous avez maintenu le cap avec aussi le désir de sanctuariser la culture? Alors, je répondrai peut-être d'abord en général pour les ETI, pour dire que les ETI en général, en plus c'est des entreprises, elles se sont retrouvées pris de plein fouet dans la situation Covid. Elles ont réorienté beaucoup elles n'ont pas tellement diminué, mais elles ont réorienté vers le domaine social, santé, des sujets qui touchaient leurs salariés et où ils pensaient qu'il y avait une urgence. Donc la culture en a quelque peu souffert en termes de subventions. Globalement, ça a été la priorité quand on fait nos enquêtes métiers, ça a été la priorité. Il y a eu des réallocations. Il y a aussi des activités culturelles qui se sont arrêtées dans la période, donc ça a joué. Par contre, il y a un deuxième facteur intéressant et qui nous a touchés, nous, c'est que les entreprises de taille intermédiaire, c'est des entreprises où c'est 70% familiales, plutôt de long terme. Et souvent, dans les projets de mécénat, elles ont des projets qui ne sont pas des projets ponctuels, qui sont des projets de soutien sur une longue période de temps, ce qui, je crois d'ailleurs, pour l'ensemble des acteurs est très important, pouvoir compter sur un engagement pluriannuel. Et donc, ça a été notre cas. Alors là, pour la Fondation Sisley, nous, on avait des engagements qui étaient pluriannuels dans le domaine culturel. On soutenait, par exemple,
on vient de l'inaugurer hier, le grand projet de rénovation de la bibliothèque nationale de France, Richelieu. Bon, ça, c'est des travaux qui ont continué et ça s'est pas arrêté dans la période Covid. On a des soutiens récurrents à des compagnies théâtrales qu'on soutient qui agissent aussi dans le domaine social. Donc ça, bien sûr, on l'a pas arrêté. On a des projets aussi plutôt liés à la culture et au patrimoine, où là aussi les soutiens n'ont pas été interrompus. Je crois que cet engagement long que peuvent avoir un certain nombre de mécènes, nos types d'entreprises, mais pas seulement, ont un peu protégé le soutien à la culture qui, comme vous l'avez dit, en avait particulièrement besoin. Stéphane Ozil, est-ce que vous voulez bien réagir sur ce point? Est-ce que selon vous, la crise Covid a modifié les orientations de mécénat, par exemple, pour votre fonds, et la culture sanctuarisation ou pas, nécessaire ou pas? Alors sur le premier point, les dotations en elles-mêmes, selon les mécènes, ont un peu diminué en fonction qu'ils étaient ou non impactés. Par contre, les dotations ont souvent été maintenues, mais après le problème il vient plutôt des associations ou des projets en eux-mêmes qui ne pouvaient pas toujours avoir lieu, du fait forcément des confinements successifs. Sur le territoire d'Alès, la culture est aussi un sujet pour certaines entreprises. Je salue Alexandre Coulet qui est le gérant de S Group, qui est ici, et qui travaille dans l'industrie du spectacle vivant, puisqu'il gère l'image, le son et les accessoires pour les spectacles, des concerts, etc. Et là, forcément, ça, c'était un sujet pour le territoire aussi, puisqu'une entreprise comme ça a été parmi les premières à devoir s'arrêter. Et encore aujourd'hui, il y a une amorce de reprise, mais qui n'est pas encore avérée. Donc voilà, il y a à la fois la question de la culture au niveau des associations culturelles, voilà, et puis il y a aussi celui de l'industrie culturelle, qui était aussi un sujet sur notre territoire. Quels choix pour le Crédit Agricole et les deux fondations que vous représentez, madame? Est-ce que la crise Covid a eu un impact ou pas sur vos enjeux de mécénat dans le champ culturel? Alors nous, il y a un maître mot, c'est la constance en fait, la régularité dans nos engagements. Je vais vous donner quelques chiffres. En fait, le budget mécénat total, pour le total du groupe, c'est 40 millions à peu près chaque année. Alors pas uniquement pour la culture, hein, entendons-nous bien. Mais donc c'était le budget avant la crise. Et en 2020, on a été constant et voire on a en fait accéléré nos engagements. Si je fais un focus sur la Fondation Crédit Agricole Pays de France, par exemple, le budget de la Fondation et le nombre d'actions et de projets soutenus, alors pas seulement des moulins, hein, donc, mais on a accompagné une cinquantaine de projets l'année dernière, je dirais comme les années précédentes, pour un budget de 1,5 million à peu près depuis plusieurs années. Alors je disais qu'on a même accéléré parce qu'on a voulu être constant dans nos engagements, mais on a aussi consacré un fonds d'urgence pour le Covid, comme beaucoup d'autres hein, ici. Et on a alloué une somme aussi très conséquente pour le soutien à des actions envers les personnes âgées. Donc fonds d'urgence, ou comme chez Sisley, vous vous êtes mis à produire des gels hydroalcooliques. Exactement. Mais c'est plus facile quand on est une entreprise cosmétique. Oui, c'est ça. Alors, nous, on a tenté d'être à l'écoute des porteurs de projets et je crois que c'est Pierre qui parlait d'innovation. On a innové. En fait, ce fonds d'urgence nous a aussi permis d'innover, d'expérimenter. On a travaillé avec l'AROP, l'Association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris, que vous connaissez tous et toutes. Et nous avons en fait expérimenté avec eux la mise en place d'actions culturelles dans des EHPAD avec des casques de réalité virtuelle. Donc très concrètement, des casques de réalité virtuelle ont été mis à disposition du personnel et des personnes âgées pour leur apporter un peu de joie, un peu de gaieté, parce qu'on sait que la culture, on sait que l'art permet aussi de rompre l'isolement et contribue évidemment à la santé mentale et psychique. Donc il y a un sujet également essentiel. Donc vous voyez, on dirait que vous me lancez sur le sujet. Le 31-14 est né
Et à partir d'aujourd'hui, dans notre pays, dès les premiers symptômes de troubles psychiques, 24 heures sur 24, des professionnels de santé mentale peuvent répondre. Ça a été annoncé hier par le président de la République. C'est une belle avancée pour lutter contre ce repli et cette solitude. Absolument. Alors, du côté du Nord, où s'est fondé les entreprises qui ont abondé en fonds au départ de la Fondation Entreprendre, quand j'étais jeune journaliste, j'avais reçu la famille au champ, et c'est Mullier, c'est ça, qui avait fondé André Mullier. voilà, cette fondation. Et vous, comment vous avez observé ce passage Covid, et aussi est-ce que ça a changé quelque chose ou pas? Alors, pour 3 niveaux. Le premier, la première question, parce que nous, en fait, on est une fondation qui sélectionnons et qui accompagnons des associations. C'est important de le dire. On est convaincus. Vous avez maintenu leurs accompagnements Donc, avec les mêmes niveaux? On a maintenu l'accompagnement auprès des associations. C'était important. On avait un comité projet en mars 2020 pour ouvrir à de nouvelles associations. On s'est dit qu'on reportait au deuxième semestre, non pas qu'on fermait, qu'on stoppait, mais qu'on reportait et qu'on focusait évidemment sur les associations qu'on accompagnait pour les entendre, les écouter, les accompagner, voir si elles avaient des besoins financiers complémentaires ou des besoins humains et d'expertise, et on les a beaucoup animés. Ça, c'est le premier point. Donc, on a maintenu. L'autre, l'aval, parce qu'il y a l'amont et l'aval, c'est évidemment les entrepreneurs, les familles, les entreprises qui soutiennent la fondation. La question s'était posée aussi, est-ce qu'il y aurait un statu quo, un repli ou une accélération? Il y a eu un maintien. Parce qu'on a été perçu à ce moment-là, on s'est posé la question, et on a été perçu vraiment comme pouvant être une des solutions, soyons très humbles, à la reconstruction économique du pays, puisque crise sanitaire, vite derrière, il y allait y avoir la crise sociale et économique, et il fallait nous s'attaquer au pan qu'on connaît et qu'on traite particulièrement bien, c'est la partie économique, et donc on a lancé un programme spécifique qu'on appelle Réagir pour accompagner les entrepreneurs en difficulté dans la phase du rebond pour ceux qui devaient déposer le bilan. Et vous les accompagnez aussi avec du mécénat? Et on les accompagne avec du mécénat. Financier, industriel et compétences. Exactement, c'est-à-dire qu'on identifie des associations qui sont sur ces sujets. On en a identifié 3. C'est vraiment de l'intérêt général. On les accompagne. Et dans le champ de la culture également? Et dans le champ de là, la... nous y sommes. Hein. Oui. Alors, dans le champ de la culture, on en parlait avec Robert, forcément, il y a des entrepreneurs qui sont dans le champ de la culture. Vous dire si c'est 2, 3, 4%, je n'en sais rien. On accompagne vraiment tous les entrepreneurs, quel que soit leur secteur d'activité, leur taille d'entreprise, dans le rebond entrepreneurial, et donc, effectivement, de faire fi de leur faillite et de reconstruire, en fait, un projet post-faillite. Ça, c'est important. Alors, autre angle d'attaque, le mécénat culturel comme vecteur, animateur, catalyseur du lien social. Je vais vous demander de réagir à cette idée-là et de vous ancrer aussi dans le lien social, j'allais dire un peu profondément. Pas que le lien social qui anime nos relations facilitées entre gens de bonne intelligence, avec un minimum d'argent, un minimum de savoir-vivre, mais la culture, là où elle doit être portée dans des espaces où elle est difficile d'accès. Je pense à la ruralité, je pense à des zones où la précarité économique est telle que l'accès à la culture en est complexifié. La misère éducative est telle que l'accès à la culture en est complexifié. Et je vous amène volontiers dans ce que je qualifie là de lien social, au sens premier de ce mot, pour vous faire réagir. Et on commence par vous, Stéphane Ozil. Alors effectivement, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis le départ chez Alès Mécénat, par un biais très simple. C'est que, je vais être un tout petit peu technique sur le fonctionnement du fonds, mais c'est simple. Lorsque des entreprises passent par le fonds de dotation Alès Mécénat pour être mécènes, en fait, ils ont la possibilité de choisir soit de soutenir un projet en particulier, soit leur dotation est divisée à part égale entre la culture et le sport. Mais systématiquement, il y a 20% de la dotation qui est prélevée et qui est utilisée pour aller justement soutenir des projets qui ont moins pignon sur rue, dont les associations sont peut-être moins structurées, qui n'ont pas encore, qui sont pleins de gens de bonne volonté, qui portent la plupart du temps des projets frais, rafraîchissants,
mais qui n'ont pas forcément, ne sont pas aguerris aux techniques d'aller chercher du mécénat. Et donc on les aide, et on les aide aussi à nous présenter des projets, des budgets. Ce n'est pas évident de proposer un budget à des entrepreneurs, pour pouvoir favoriser l'émergence de ces projets-là et faire en sorte que là aussi le territoire soit labouré, si vous me permettez l'expression, par cette forme de culture là aussi. Ça nous va bien labourer en France, hein. Oui, tout à fait. On ne va pas renier nos origines agricoles, justement. Philippe Dornano, le lien social, comment vous l'observez avec cet angle d'attaque du mécénat culturel? Et j'attirais votre attention à tous tout à l'heure sur ce lien social au plus profond de nos disparités sociales. Bon, pour donner un élément de réponse, il y a deux angles à mon sens. Le premier, on en a un peu parlé déjà, c'est le territoire. Pour reprendre de nouveau et prendre la casquette président du METI, on observe que 89% des ETI font leurs investissements de mécénat dans les territoires. On posait la question sur les investissements culturels. Nous, l'un des grands projets qu'on a lancé l'année dernière est un projet à Blois de restauration d'un ensemble de vitraux de une des plus belles églises de Blois, qui est attenante au château et qui fait partie de notre patrimoine, qui est l'église Saint-Nicolas, et qui a un ensemble de 35 grands vitraux qui ont été construits dans les années 50, parce que pendant la guerre, les bombardements avaient détruit les vitraux. Ça, c'est par exemple des projets où se crée un lien entre un site, la production de Sisley est à Blois, un territoire, une collectivité locale, des associations, des artisans, puisqu'il y avait toute une tradition de vitraillistes. Donc ça peut par exemple être un exemple, et ça on le retrouve de manière très très forte, en tout cas pour les entreprises les entreprises de taille intermédiaire. Elles investissent beaucoup dans leur territoire, c'est assez précieux, puisque nos territoires ont besoin de soutien, et c'est un peu les grandes entreprises des territoires, hein. La plupart des grandes entreprises ont quand même leurs sièges sociaux à Paris. Donc c'est un des points du lien. Un deuxième point du lien, c'est qu'il y a des grands investissements culturels parisiens. Nous, on en a fait. Je citais le mécénat de la Bibliothèque nationale de France, mais il y a aussi, et vous l'avez dit aussi, toute une série de mécénats ou d'actions plus petites où souvent la culture vient en lien avec justement un soutien social. Nous, pour vous donner quelques exemples, on soutient par exemple la Compagnie du Labyrinthe, qui est un metteur en scène, Serge Sandor, qui travaille avec des centres d'accueil de jeunes en difficulté en Bourgogne, et qui monte des pièces avec lui. On a soutenu la Quinzaine en action, la Quinzaine des réalisateurs à Cannes, qui travaille avec les quartiers difficiles de Cannes, et qui associe des femmes qui créent des scénarios avec des metteurs en scène connus, qui viennent et qui donnent du temps, eux. Ils ne donnent pas de l'argent, mais ils s'impliquent pour justement aider à faire rentrer aussi la culture et lui permettre de faire une chose qui est très importante, et c'est aussi aux gens de pouvoir d'exprimer leur situation. Et on a soutenu un projet comme par exemple Gogo, vous devriez aller le voir si vous ne l'avez pas vu, qui est un film sur une dame de 94 ans au Kenya qui a décidé, qui n'avait jamais été à l'école, et qui, pour montrer l'exemple, parce que les filles abandonnent l'école quand elles ont très jeunes des enfants, est retournée à 94 ans à l'école et a resuivi tout le cycle pour inciter ses petits-enfants à le faire. Elle a été suivie et filmée. C'est un énorme succès au Kenya. Elle était en France à 98 ans. C'est fantastique, il y a quelques temps. Donc voilà, c'est des projets beaucoup plus petits, mais c'est des projets où la culture est liée à d'autres thèmes de la société, et est liée aussi à ce lien, cette action sociale. Quand le mécénat culturel des entreprises anime le lien social sur les territoires, messieurs, est-ce que vous voulez bien réagir sur cet angle d'attaque, le lien social? Alors avec plaisir, et je suis d'autant plus content d'en parler qu'on évoque le monde de la ruralité. Il se trouve que moi je suis dans une entreprise qui a des sites industriels qui sont au cœur des territoires, et je dirais même plus au milieu de nulle part souvent. Donc on a ce sujet de la ruralité qui est extrêmement fort, parce qu'on a tout autour de nos sites des petits villages. Et tout à l'heure, vous avez employé une expression qui est, je crois, misère éducative, si je ne m'abuse. Et en fait, je ne suis pas du tout d'accord avec cette expression, parce que on a dans tous ces petits villages, dans toutes ces communautés de communes, des gens extrêmement dynamiques, extrêmement volontaires, qui mettent en place de beaux projets, et surtout des projets de long terme.
Et ça, c'est un point qui est important, je pense. On fait tous des actions ponctuelles liées à l'actualité ou à un enjeu quelconque. Mais avant toute chose, ce qui nous importe, c'est de faire des actions sur le long terme et d'écrire une histoire. Une histoire, ça prend du temps pour s'écrire avec nos partenaires. Mais nos actions, je pense, doivent être sur le long terme parce que c'est comme ça qu'on ancrera la culture au cœur de territoire. Et c'est comme ça qu'on permettra à nos projets, qui sont souvent de beaux projets qu'on a très envie de faire connaître, d'être connus. Donc, vu de moi, d'une part, il y a un beau dynamisme dans les territoires, dans la ruralité, et il y a aussi des projets qui doivent être construits sur le long terme et pas en one-shot. La misère éducative que j'évoquais, c'est celle de la double peine. Quand on est dans une famille où papa, maman sont au chômage, où on peut aller à l'école, l'accès à la culture, il est très compliqué pour l'enfant parce qu'il ne lui est pas indiqué dans son éducation. Et puis, dans certaines zones rurales ou économiquement difficiles, les écoles sont pauvres, très peu dotées. Dans certaines banlieues, il faut bien les appeler comme cela, les écoles sont abandonnés et parfois les enfants ne sont pas très présents parce que l'école n'est pas au cœur des préoccupations des familles. C'était cela que j'appelais la misère éducative parce que l'éducation, on peut tous considérer, j'imagine que ça s'indique aussi par les familles et que le CEREC nous montre bien que plus on est éduqué, plus on a d'argent, plus les enfants le sont. Il y a un lien assez fort, d'où la présence fondamentale de ces mécènes sur les territoires qui peuvent irriguer des perspectives nouvelles pour ces familles. Comment vous réagissez à ces sujets et à ce sujet du lien social, Hugo Brugière? Alors, moi, je pense effectivement qu'il faut qu'on fasse attention, en règle générale, à ne pas voir Paris, les territoires et les banlieues, puisque en fait, c'est souvent les biais qu'on prend. Oui. Moi, c'est historique dans notre sûr, pays. mais... Regardez en Allemagne comme ça ne l'est pas, Ouais. ou en Grande-Bretagne comme ça ne l'est pas, mais on est obligé de constater que cela demeure, je ne sais pas si on peut l'évaluer, mais cela demeure. Non, mais ça demeure, mais je trouve que c'est un peu réducteur, dans le sens où ce que j'ai remarqué quand je suis arrivé comme mécène de l'Opéra Royal, c'est qu'en fait, la misère culturelle n'est pas là où on pensait qu'elle était. Et en fait, elle est non seulement à nos portes, mais elle est chez nous. Elle est chez nos voisins à Paris, elle est au cœur même de nos villes. Et en fait, il faut faire attention justement à pas trop se dire, effectivement, les territoires, les banlieues. Alors, je vous prends un exemple. Nous, le mécénat que nous mettons sur l'Opéra Royal de Versailles et la Chapelle Royale n'est dédié que et uniquement que à nos salariés. C'est-à-dire que je n'invite pas de clients, je n'invite pas d'actionnaires, je n'invite pas de fournisseurs, ça ne m'intéresse pas. Je n'invite que les salariés. Et donc chaque service dans toutes nos sociétés a des dates et on les oblige à aller à l'opéra. C'est très très dur comme obligation. Mais en vrai, c'est pas si anodin que ça quand on dit on les oblige à aller à l'opéra. C'est-à-dire que j'ai très souvent dû me fâcher sur certaines personnes pour leur dire bon, maintenant vous arrêtez les bêtises et vous y allez. Alors comme ils avaient tous vu Intouchable et qu'ils avaient vu le mec qui dit bah tiens il y a un arbre qui danse et ils ont une petite appréhension quand même à y aller. Et 95% il dit aussi je me fais gens... saigner du nez, je fais la même chose. Oui, voilà. Mais 95 ou 97% des salariés que j'invite n'ont jamais mis les pieds à l'opéra. N'ont jamais mis les pieds dans un ballet. Et quand ils ont mis les pieds dans un théâtre, c'était pour aller voir quelque chose qui était plutôt humoristique que véritablement de la culture. Donc il y a un vrai travail à faire au plus proche de chez nous. Parce que souvent, vraiment, encore une fois, on a tendance à regarder le lointain et on oublie de regarder les gens autour de nous. Combien de nos collaborateurs, nos assistantes, voilà, comment est-ce que cette culture elle est vécue? Et ça, c'est vraiment ce qui, à mon sens, est vraiment à vivre. Alors, il y a un autre problème derrière, c'est quand vous faites ça et que vous expliquez que c'est des centaines de millions d'euros, de milliers d'euros. Hein. Maxime, t'énerve pas pour Versailles, il y a des centaines de milliers d'euros. Hein. Quand vous pensez à tout ça, après, il faut expliquer, faire de la pédagogie avec des syndicats qui viennent m'expliquer que ce serait mieux dans la poche des salariés de leur donner ça en augmentation plutôt que de les inviter à l'opéra. Voilà, bon, c'est un choix, c'est pas facile. Et parfois, ça passe pour... comment me dit-on souvent quand je suis à l'antenne sur ces sujets? La danseuse du patron. Oui, bien sûr.
Bien sûr, mais d'abord, je le revendique. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, l'opéra et le ballet, c'est ma danseuse. Mais à un moment donné, quand je vois des hommes et des femmes qui rentrent pour la première fois de leur vie en un opéra, qui généralement d'ailleurs ont fait un effort vestimentaire extraordinaire, c'est rien qui m'énerve plus que les gens qui arrivent en jean ou en jogging à l'Opéra de Paris. C'est un truc qui m'insupporte. Ça fait partie du concept général. Donc, mais bien sûr, oui, c'est une danseuse. Et ben, si ma danseuse permet d'élever les hommes et les femmes qui travaillent avec moi, alors finalement, eh ben, ça vaut le coup d'en avoir une. Voilà qui est pleinement assumé. Il est rare que je fasse le faillot à solliciter des applaudissements de la salle. Vous avez vu, je le fais bien. Hein. Mais comme je l'ai un peu emmené sur un sujet polémique, vous méritiez quelques applaudissements. Alors, le Crédit Agricole, dites-nous, comment vous regardez ce sujet du lien social et avec en trame de fond votre ancrage rural et cette grande disparité d'agents sur l'ensemble des territoires, et alors là au plus profond des communes et de leur diversité. Alors, en fait, moi je pense, moi aussi j'ai des convictions très fortes. Et en fait, je crois que tout ce que nous avons tous dit ici et que nous partageons, à mon avis, avec les personnes qui sont dans la salle, c'est que en fait, derrière la culture, le gros enjeu, c'est donc le vivre ensemble. Hein. On est bien d'accord ? C'est la ça. Culture, le lien social, le vivre ensemble. Je ne crois pas que le terme ait encore été cité. Ben nous, c'est ce qu'on cherche à faire. En fait, en soutenant des projets culturels, on cherche à favoriser le lien social pour le vivre ensemble. On co-construit avec les porteurs de projets, on les écoute, on les accompagne, on crée du lien entre acteurs institutionnels, acteurs privés, centres sociaux, j'ai parlé des EHPAD tout à l'heure, et ben on essaye de mixer tout ce petit monde-là, de les mélanger, de les faire en sorte qu'ils se rencontrent, qu'ils se comprennent, qu'ils se parlent. Et je crois que c'est vraiment le sens de nos métiers dans le monde du mécénat. Je pense que c'est notre responsabilité aussi de faire en sorte que les gens se connectent. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et la crise a bien montré notre besoin de lien. Se connectent au-delà de ce qu'ils sont, de leur éducation, de leur parcours, de leurs origines, Absolument. de leur diversité, etc. Au-delà des stigmates habituels qu'on connaît. Bien sûr. Et donc la culture peut aider. Et la culture aide assurément. 2 exemples. Nous, on soutient les concerts de poche. Donc les concerts de poche, ce sont des actions sociales et culturelles pour favoriser l'insertion de personnes qui seraient en difficulté. Et c'est l'apprentissage de la musique dans les zones rurales, avec des concerts de qualité, des artistes de renom qui viennent dans des zones très très reculées. Et 2e exemple, alors c'est aussi sur le sujet de la musique, la Philharmonie de Paris, nous l'accompagnons depuis plusieurs années maintenant, sur un programme que certains d'entre vous connaissent qui s'appelle Demos, qui est aussi un programme sur le long terme, puisque les enfants c'est un programme d'éducation culturelle. Partout sur les territoires, et puis à la fin de l'année, à la fin de ces apprentissages, un grand moment de musique à Paris. Exactement, voilà. Et donc des programmes sur 3 ans pour casser les codes justement sur l'apprentissage de la musique qui, en France, est encore parfois un peu académique. Oui, ça rejoint un peu ce qu'on disait avec Hugo. L'accès au ballet, à l'opéra, c'est pas toujours évident quand on ne connaît pas. Les collaborateurs, les collaboratrices que vous évoquiez ont des réticences non seulement au code, mais à aller vers. Et la musique classique, c'est pareil. Quand on n'a pas été éduqué, élevé avec, grandi avec, initié avec, c'est difficile de se retrouver à la Philharmonie de Paris ou d'aller à l'association ou à l'école de musique du coin, d'ailleurs, qui souvent rame pour remplir les classes de musique classique. Peut-être moins dans d'autres ateliers. Le vivre ensemble, on va si vous voulez bien, le parcourir comme avant-dernière idée de notre échange. Et puis après, on ira sur le champ politique. Et là, on va peut-être applaudir des personnes, parce qu'il y a des propositions à faire pour que ce mécénat que nous explorons de manière générale depuis tout à l'heure, avec des modalités spécifiques, des choix de projets, des vecteurs, le lien social, le vivre ensemble, et ensuite on vient sur, on a parlé aussi des territoires, et ensuite on vient sur la perspective dans le cadre de cette campagne. Alors le vivre ensemble, un dernier tour de table sur cette question, peut-être que vous pouvez réagir, Elisabeth Daz-Souza, sur le vivre ensemble. Avec la force du mécénat culturel comme orchestre de ce vivre ensemble. Ouais. Comment aborder cette question ? Moi, j'irais sur une conviction qui est la nôtre, qui est très forte quand on parlait du lien social, et ça va aller sur le vivre ensemble.
c'est que nous, on veut faire des changements systémiques, c'est-à-dire on ne veut pas toujours réparer les mots MAUX, et il faut, mais il faut aussi essayer de traiter les mots en amont pour que ça ne se reproduise pas. Et on est convaincu que pour avoir du lien social et bien vivre ensemble, il faut avoir un lien économique, une activité, et c'est toute la raison d'être de la Fondation, de permettre à chacun de se réaliser, et donc l'emploi, l'insertion professionnelle, l'entrepreneuriat, tout ça c'est des enjeux qu'on adresse pour le mieux vivre ensemble, puisque si chacun a un bout du puzzle de la société, évidemment tout le reste va découler de façon beaucoup plus fluide, c'est-à-dire le lien social et le vivre ensemble. Donc nous on reste sur cette colonne vertébrale qui est l'économie pour le social et pour effectivement une société soudée avec une égalité des chances à tous les niveaux, et y compris territorial bien sûr. Virginie Percevaux, sur cette question du vivre ensemble que vous évoquiez, et vous êtes la première à avoir anticipé, j'allais y venir tout de suite après, sur le vivre ensemble, le fait est que le mécénat culturel dédié par les entreprises ou les organisations économiques peut participer justement à tisser des liens entre des univers et des mondes et des attentes, des comportements sociaux qui sont très différentes, quoi. C'est-à-dire que des gens se rencontrent au-delà de où ils vivent, de comment ils vivent et comment ils ont grandi. Alors, enfin, c'est clairement, hein, c'est essentiel. Je veux dire, la culture, c'est un déclic, c'est une clé. Je pensais aussi à des projets comme le musée mobile. Vous avez parlé des gens qui ne sont jamais allés à l'opéra, qui y découvrent. Le musée mobile, c'est pareil. Moi, je pense que c'est un musée itinérant qui amène l'art contemporain pour les enfants dans les villages. Moi, je pense que c'est vraiment ce genre d'initiative qui peut casser les codes, et puis parfois qui peut être un déclic. Alors, il n'y a pas d'âge pour avoir un déclic. Ça peut être quand on est enfant, ça peut être quand on est ado, quand on est adulte, voire senior. Et je pense que voilà, la culture, c'est une clé de développement. Et je pense qu'il faut collectivement qu'on puisse œuvrer pour amener la culture partout où il y en a besoin. Voilà. Hugo Brugière, amener la culture partout où il en est besoin, c'est une des ambitions qui est évoquée là. Et peut-être emmener les ballets partout où on peut les voir, en étant fier de votre choix de mécénat. Comment on peut faire pour que ce vivre ensemble soit, par ce mécénat culturel porté par les entreprises comme la vôtre, soit multiplié, plus partagé, irrigue encore les liens sociaux d'une manière plus vivante, plus dense? Eh oui. Ah oui, et oui, il y en a qui vont devoir réfléchir. Elle est violente. Il va falloir rédiger Est-ce qu'on a le droit à un programme. Il y a même des candidats qui viennent vers les journalistes en nous disant « Mais est-ce que vous auriez sur ce sujet 5 points à nous décrire ?» Eh non, c'est votre taf. Nous, on ne fait que poser des questions. Oui, non, mais donc là, on est passé dans le politique. Là. On y va un peu, ouais. On y va un peu. Effectivement, mais d'abord, d'une manière sur la société. Comment on peut faire pour que ce mécénat culturel, est-ce que vous avez un point de vue là-dessus, participe davantage à déstigmatiser, à irriguer les liens sociaux? Je pense que, si vous voulez, c'est à chaque institution qui reçoit le cas échéant du mécénat et qui décide de porter des projets de mécénat, d'avoir une vraie discussion avec les entreprises qui les soutiennent et qui, à un moment donné, essayent de partager ensemble un projet commun. Vous êtes en train de nous dire, donc ça vient plutôt des acteurs de terrain, des associations, de ceux qui portent les projets, par exemple dans le cadre des appels à projets. Ah oui, je crois profondément que, et on avait déjà eu cette discussion avec Robert il y a quelques mois, je crois profondément que les acteurs de la culture, dans la partie du mécénat, doivent se réinventer, clairement. J'ai passé énormément de temps à essayer de savoir chez qui nous allions donner notre mécénat, et il n'y a qu'au château de Versailles que j'ai trouvé une approche qui me semblait intéressante, dans le sens où on a, alors ça va être un peu provoque, hein, on est dans la journée, mais le but du jeu, c'est à un moment donné, je pense que les entreprises sont en recherche de quelque chose, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, elles peuvent avoir leur danseuse, elles peuvent avoir envie de soutenir quelque chose. Une conviction, une tradition philanthropique, voilà, un enjeu de mécénat récurrent pour des cohérences avec les cœurs de métier ou les collaborateurs, il y a des tas de situations. Oui, c'est tout à fait, mais je pense aussi que les entreprises, enfin, en tout cas moi je l'ai été, en demande à un moment donné de
de projet et d'une approche différente et de dire aussi qu'est-ce que je peux faire. C'est-à-dire, ne venez pas juste m'expliquer comment je peux vous donner de l'argent et comment je peux vous faire un chèque. Ce qui est un peu, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment changer à un moment donné, à mon sens, une partie du logiciel dans un certain nombre d'institutions culturelles où quand en fait j'arrivais... Mais dites-moi comment moi aussi je peux apprendre à rendre mon mécénat plus vivant. C'est ça, et essayons de trouver comment est-ce que ce lien, on le crée différemment, comment est-ce qu'on va pouvoir vous apporter de la valeur haute, comment on va pouvoir s'impliquer véritablement avec vous, et pas uniquement en faisant un chèque. Pierre Drillon, est-ce que vous voudriez bien réagir sur ce sujet du vivre ensemble? Vous allez le prendre par quel bout? C'est pas évident, beaucoup de choses ont été dites. La première chose, c'est de dire qu'en fait, le mieux vivre ensemble, c'est 365 jours par an et 7 jours sur 7. Le mieux vivre ensemble, c'est un ensemble de choses. C'est mieux vivre ensemble d'un point de vue environnemental, économique, social, sociétal et bien sûr culturel. Mais on ne peut pas se consacrer uniquement au culturel, je pense. Il faut impérativement que ce mieux vivre ensemble se traduise par d'autres actions. Par exemple, dans le domaine économique, je pense notamment à un programme qu'on a mis en place pour développer les achats locaux, parce que quand on est au cœur d'un territoire, c'est fondamental de le rendre attractif, ou plutôt de contribuer à son attractivité, via notamment l'emploi et l'emploi des entreprises locales. Et donc, pour moi, c'est un ensemble de choses, notamment et bien évidemment la culture, mais seule la culture ne peut pas y arriver. C'est grâce aux autres actions qu'on fait qu'on peut après, avec d'autres partenaires, monter des programmes culturels, programmes sur lesquels on est légitime pour aller solliciter une mairie, un industriel ou autre, si on le connaît, si on a une histoire commune et si on s'implique avec lui depuis longtemps. Philippe Dornano, sur cette question du vivre ensemble, quelles sont vos observations? Comment vous regardez le sujet? Nous, on a créé notre fondation il y a 13 ans. Notre but, ce n'était pas le vivre ensemble. Enfin, bien sûr, ce n'était même pas forcément d'obliger nos équipes à travailler avec nous. Moi, j'étais assez prudent par rapport aux équipes de Sisley, parce que je ne voulais pas qu'elles se sentent obligées de participer aux actions. Par contre, j'ai découvert que beaucoup d'entre elles étaient très intéressées à le faire. Et aussi, quand on commence à s'impliquer, on découvre que beaucoup de gens donnent du temps, ce qui est aussi précieux que l'argent, et sont engagés. Et quand ils commencent à avoir une certaine visibilité à des actions dans l'entreprise, ils participent. Nous, par exemple, dans notre fondation, 10% des soutiens sont amenés par les salariés. Enfin, on a réservé un budget minimum de 10% du budget de la fondation à des projets qui sont amenés par les équipes. Donc, pour moi, le vivre ensemble, c'est plus la conséquence. En fait, on a commencé à soutenir des projets dans ces différents domaines et on s'est rendu compte que, d'abord, première chose, on se rend compte en travaillant avec les associations, avec les collectivités locales, avec l'État, on se rend compte qu'il y a des bonnes volontés partout et brusquement, on se découvre. Pour moi, c'est sans doute, je le redis, une des vertus importantes du mécénat. Et dans cette société française qui est si cloisonnée, où les gens ont tellement d'a priori sur les autres, et je le dis de tous, y compris de nous chefs d'entreprise, où on se regarde en chien de faïence en se disant que les autres ne font pas bien leur travail, ou qui sont... Brusquement, les gens travaillent ensemble. Et c'est ça le lien, en fait. C'est ça qui va faire que brusquement, on va changer les choses. Et il y a beaucoup de facteurs dans notre société qui nous éloignent. Le mécénat est un facteur qui nous rapproche. Et c'est pour ça qu'à mon sens, ce dispositif devrait être beaucoup plus encouragé encore qu'il l'est à l'heure actuelle dans la société française. J'ajoute un point sur le vivre ensemble qui est plus lié aux organisations. Et on le sait, avec le digital, on le sait. C'est pas juste de vivre ensemble. Ce travail ensemble, c'est aussi source de créativité. C'est source d'une intelligence collective. Quand vous mettez plusieurs personnes autour d'une table, venant d'horizons différents, il y a plus d'idées. Et avec pas trop de hiérarchie, il y a plus d'idées, il y a plus de créativité, et on avance aussi, on fait évoluer notre société, on va vers peut-être un monde un peu meilleur que celui, on laisse un monde, on peut espérer laisser un monde un peu meilleur que celui qu'on a reçu, et ça c'est un bel objectif, je ne sais pas si on y arrivera, mais c'est un bel objectif et un objectif qui peut tous nous motiver. Et pour ça, vraiment, on en reparlera tout à l'heure, mais le mécénat devrait, à mon sens, être plus défendu encore qu'il l'est aujourd'hui, parce qu'il a vraiment une utilité plus grande que peut-être ce qu'on perçoit ou ce qu'on en dit encore aujourd'hui dans le débat. Philippe Ozil, sur le vivre ensemble, rapidement, parce qu'il faut qu'on en vienne à ce qui écoute croustillant, les sujets un peu politiques. Non, mais très rapidement, je vais rebondir sur ce que disait Philippe.
le mécénat, c'est vraiment décloisonné. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des personnes qui sont censées se retrouver qu'autour de problématiques économiques, de croissance, d'emploi, et qui d'un seul coup s'intéressent par l'angle du territoire à quelque chose d'autre qui concerne la façon dont on peut s'exprimer sur ce territoire, dont on se distrait, dont on s'enrichit, culturellement j'entends. Et donc effectivement, il y a des gens qui se parlent là-dessus. Par exemple, il y a eu d'autres initiatives sur d'autres sujets qui ont porté le même fruit. À Alès, par exemple, avec les lycées, les proviseurs de lycées, qui sont mis autour d'une table à l'échelle d'entreprise pour parler des problématiques d'emploi et de formation par rapport au problème du chômage. Et en fait, ça a créé exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire un dialogue avec des gens qui ne se sont jamais parlé, alors que finalement, ils sont sur le même territoire et ils travaillent aux mêmes objectifs. Voilà, nous allons clôturer ce débat d'idées avec ces angles d'attaque que je vous ai proposés sur le mécénat culturel, la question du lien social, la question des territoires en trame de fond et des spécificités du mécénat culturel dédié par les entreprises dans cette période Covid, et consacrer les 5-6 minutes qui nous restent à des préconisations, à des perspectives, à des suggestions politiques, alors que, vous l'avez bien noté, ici ou là, les uns ou les autres entrent en campagne. Et ils vont tous chercher à mettre dans leur programme des mesures phares pour gagner vos voix, nos voix. Et je voulais aussi vous dire qu'en télévision, qui reste quand même mon métier central, les chaînes du groupe pour lequel je suis producteur, les chaînes du groupe Canal, vivent une période tout à fait particulière avec l'essor assez étonnant d'un des journalistes de CNews, et que ça interroge beaucoup sur les sujets qui nous préoccupent ici, c'est-à-dire l'accès à la culture par le plus grand nombre. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui se passe sur cette posture-là? Et j'irai pas plus loin. Et là où je veux en venir par contre sur le plan de la personne, c'est de remarquer que Robert Faure, qui est à l'initiative de cette rencontre, a lui aussi perduré à travers les divers ministres de la Culture, et aujourd'hui avec Madame Roselyne Bachelot. Mais il n'aime pas ça. Mais moi, je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir Robert Faure, qui part en retraite, et on lui souhaite une bonne fin de carrière. Parce que c'est beau un tel parcours depuis le temps qu'on se côtoie. Voilà. Alors, pour Madame la Ministre, pour celle ou celui qui lui succédera, pour les futurs candidats, on va demander à chacun d'entre vous la mesure phare qui, selon vous, est à inscrire dans leur programme pour que le mécénat culturel, le rayonnement de la culture, cette orchestration, pour prendre un terme musical, du lien vivant sur les territoires, soit multiplié et soit encore plus harmonieux pour rester aussi dans le vocabulaire de la culture. Et peut-être qu'on va commencer par vous, Stéphane Ozil. Je ne vais pas vous demander quel est votre candidat de cœur, parce que ça, je n'ai pas le droit de le faire, et puis vous ne le diriez pas. Non. Mais je vais vous demander, qu'est-ce que vous lui demanderiez d'inscrire dans le champ qui nous préoccupe dans son programme? Alors, concernant la problématique du mécénat en particulier, je vais parler là aussi du point de vue des entreprises. Le mécénat, c'est justement un exemple de proactivité des entreprises elles-mêmes. Donc, à la rigueur, je vais dire quelque chose d'assez général, mais ce dont les entreprises ont besoin pour pouvoir continuer, à partir du moment où elles se prennent en charge à ce niveau-là, c'est de stabilité et d'incitation à la rigueur, c'est-à-dire qu'on prépare le terrain pour qu'elles puissent agir lorsqu'elles le décident. Ça, c'est une chose. Ensuite, je vais dire aussi quelque chose qui n'est pas révolutionnaire, mais qui est extrêmement important. Je rejoins les propos d'Hugo Brugère tout à l'heure. Ce qui est important, c'est de favoriser l'accès à la culture dès la jeunesse. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement des salariés, etc., qui ne connaissent pas la culture, mais il y a aussi des futurs entrepreneurs qui, lorsqu'ils sont jeunes, vont découvrir la culture et vont ensuite avoir envie d'avoir, pardon, je reprends l'expression, des danseuses. Et donc, du coup, de favoriser ce genre de choses et de s'impliquer là-dedans. Je vous donne juste un exemple très rapide, petit côté autobiographique. Moi, j'ai eu la chance de connaître l'opéra et d'assister à énormément de concerts quand j'étais étudiant, parce qu'à Montpellier, là où je faisais mes études,
En fait, il y avait un système où, avec une carte, c'est très répandu, hein, je sais d'autres en bénéficient, avec une carte de 15 €, on avait accès à 4 concerts, à l'Opéra Comédie ou à l'Opéra Berlioz, au Quorum, où en fait, on venait une demi-heure avant le spectacle et on nous donnait une place invendue. Et en fait, grâce à ça, avec 15 €, on assistait à 4 spectacles dans les meilleures conditions possibles. Et c'est comme ça que j'ai découvert une grande partie des spectacles que j'ai connus jeunes et qui m'ont donné envie. C'est certainement grâce à ça que je suis ici aujourd'hui. Donc ça rejoint un peu des propositions comme le pass culture, etc., mais qui peut-être sont à déployer. Philippe Dornano, qu'est-ce que le futur candidat ou quelle préconisation Madame Roselyne Bachelot peut laisser à son successeur en termes de mécénat culturel, par exemple? Moi, d'une certaine manière, j'aurais envie de réagir comme Stéphane. On attend en France, c'est un autre tropisme, beaucoup de choses de l'État. Déjà, la première chose qu'on peut attendre, c'est nous de faire avancer ces dispositifs. Il y a ces lois à Yagan, elles ont un énorme potentiel et il faut qu'on travaille, nous, pour faire connaître. La manière de créer une fondation est très simple, c'est maintenant assez bien fait. Donc, de ce point de vue-là, déjà, commençons par attendre de nous-mêmes avant de demander. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, ce que j'attends de l'État, c'est peut-être un point plus technique d'incitation, mais d'abord, une première chose, c'est un message positif. En réalité, c'est très important et le premier rôle que l'État a, c'est déjà de comprendre que ce mécénat est quelque chose d'utile et de positif et de passer un message positif. Et ce n'est pas ce qu'on a entendu ces dernières années toujours. On questionne l'efficacité, c'est légitime, mais on peut questionner aussi l'efficacité de toutes les actions, qu'elles soient publiques ou privées. On a besoin de comprendre et de passer ce message, d'être fiers du mécénat et acteurs et associations qui en bénéficient, de dire qu'on en a besoin, que c'est utile pour nous tous, que tous on donne et on reçoit. Je pense que et qu'il faut défendre ce dispositif parce que c'est un peu la société civile qui s'exprime à travers aussi ces dispositifs. Et ça, c'est très important avant même de parler d'autres choses. Puis le dernier point, c'est que je pense que l'État devrait être beaucoup plus bold en anglais, courageux, et là où il commence à essayer de mettre des plafonnements, au contraire déplafonner. Déplafonner les dispositifs, pour les entreprises en tout cas, ça veut dire qu'il faut qu'elles donnent plus pour éventuellement avoir plus d'abondement, mais ça veut dire qu'il faut qu'elles donnent plus. Je ne suis pas sûr que dans un premier temps, ça coûte grand-chose au budget de l'État, parce qu'il faudrait que les entreprises rajoutent encore, mais ça aurait, si on déplafonnait les dispositifs, vous savez, c'est aujourd'hui 0,5% du chiffre d'affaires pour avoir le soutien additionnel de l'État. Si on déplafonnait ces dispositifs, il y aurait un intérêt, c'est que quelques-uns d'entre nous qui sont très engagés commenceraient à peut-être s'engager plus encore et montreraient l'exemple. Et en montrant l'exemple, c'est comme ça qu'on accentue le mouvement. Et donc, s'il y a une chose à faire, s'il y a deux choses à faire, c'est le message positif et peut-être le courage du déplafonnement. Donc, la restitution de cette journée qui sera transmise à la ministre et aux candidats. Voilà, là, ils ont deux mesures phares qu'ils peuvent enregistrer. On les retrouvera peut-être dans les prochains documents de leurs propositions. Pierre Drillon, est-ce que vous avez noté, vous aussi, à nous partager la mesure phare emblématique du champ du mécénat culturel? Alors c'est difficile de vous répondre, sachant que je suis très en phase avec ce qui a été dit précédemment. Et donc je pense que les gens qui s'exprimeront après moi auront encore plus de difficultés. Alors Hugo Bruguière, il a non seulement assumé pleinement son choix de mécénat, qui s'inscrit plus aussi dans votre démarche de philanthrope aussi. Et je crois que sur le plan technique, il y a quelque chose qui vous semble tout à fait à même d'irriguer davantage le mécénat et le mécénat culturel en particulier, parce que là où ça se joue sur les résultats d'entreprise, c'est peut-être pas sur le bon indicateur. Oui, alors effectivement, d'abord, je voudrais quand même remettre un petit truc dans son contexte, hein, parce qu'on parle beaucoup de défiscalisation, on parle beaucoup de choses. Bon, il y a quand même, et on l'a un peu sous-entendu, il y a quand même un reste à charge. Non mais, parce que souvent, en fait, tout le monde nous dit, bah oui, mais ça va, vous pouvez donner de l'argent, vous défiscalisez. Attendez les amis, on va remettre quand même l'église au centre du village. Oui, on défiscalise, mais il y a quand même un reste à charge. Il y a quand même un reste à charge de 40%, et voilà. C'est pas rien. Et c'est pas rien, Au montant, c'est pas rien. Et souvent, quand on a des contrôles, des vérifications de comptabilité, on nous explique gentiment que bon, c'est bon, vous êtes gentil, vous faites de la défiscalisation. Non, c'est pas tout à fait comme ça. Donc, je pense que ça déjà, c'est une première chose à faire.
faire. Ça va un petit peu d'ailleurs dans le sens de ce que dit Philippe, dans le côté positif, d'arrêter de nous expliquer qu'on défiscalise parce qu'en fait on fait de la culture. En fait, c'est un vrai choix. Il y a une vraie volonté des chefs d'entreprise qu'il faut assumer, qu'il faut amplifier et le porter avec un discours positif. Oui, et je pense effectivement c'est le deuxième sujet, puisqu'on en avait un peu parlé quand on a préparé la conférence. Nous, on a une particularité, c'est que HBR Investment Group est une holding financière, et donc 100% de nos revenus sont des produits financiers. Donc en fait, chaque euro que nous donnons, il n'y a rien comme défiscalisation, zéro. C'est du mécénat pur. Mais là, il y a un vrai sujet, c'est-à-dire que le nombre d'entreprises, d'ailleurs même de grandes entreprises, ou dans le monde de la finance, qui ont des montagnes de cash et de résultats financiers dont ils ne savent pas quoi faire, plafonner, c'est pour ça que j'ai aussi dans le sens de Philippe, déplafonner ces 5 pour 1000 du chiffre d'affaires qui n'ont absolument aucun sens, permettrait de lever des montagnes de cash. Et je pense irait donc, entre autres, au mécénat culturel, mais pas seulement. Qui pourrait aller, entre autres, au mécénat culturel. Moi, je suis assez inquiet de ce qui va se passer dans les mois et dans les années à venir. Et là, en tant que chef d'entreprise, je parle. On a tous, je suis très inquiet de l'inflation qui nous arrive dans la tête. Je suis très inquiet de tout ce qui nous arrive sur le coût des matières premières, sur etc. C'est pas le sujet, c'est pas le débat. Mais on l'a vu, en situation de crise, c'est pas forcément le mécénat culturel qui est le premier à survivre et qui est le premier à être à l'abri des vagues. Donc, je pense vraiment qu'il y a une réelle urgence à essayer de adapter les systèmes actuels. Le déplafonnement fait partie. Se baser sur des critères du résultat net et plus sur des critères de chiffre d'affaires sans plafonnement. Alors ça, c'est un peu technique, mais on a bien compris que si on se basait sur des critères de résultat net, du coup, la manne financière pour le mécénat culturel pourrait s'en sentir complètement revigorée, parce que ce n'est pas du tout les mêmes sources. Il y a des milliards qui dorment dans les tours de la Défense aujourd'hui et qui ne demandent qu'à le cas échéant être déversés. Et là, hop, dans les préconisations à Roselyne Bachelot, ça c'est cadeau, ça. Et au futur président, c'est cadeau. Mais il y a des milliards qui dorment dans les tours de la Défense. Vous avez entendu comme moi, et ça peut inonder le mécénat culturel et bien sûr les mécénats qui touchent aux enjeux de citoyenneté et de santé. Merci pour avoir donné cette piste de réflexion au futur candidat et à la ministre. Madame, pour terminer, mesdames, après quelques questions, et puis nous conclurons. Alors moi, je ne sais pas s'il y a des milliards qui dorment dans les tours ou dans les sous-sols de la Défense. Il faudrait peut-être aller voir, je ne sais pas. Il y en a peut-être sous la tour du Crédit Agricole. Qui sait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais rejoindre ces messieurs sur effectivement le maintien, voire du dispositif fiscal d'incitation au mécénat, voire les sujets qui ont été abordés, bien sûr. Mais je pense qu'il faut quand même se le dire très clairement. Je pense qu'il faut aller regarder aussi du côté de l'impact du mécénat et vraiment prendre le temps d'aller mesurer ces impacts et de voir toute la valeur ajoutée qui est générée, pas causée, mais générée grâce au mécénat. Donc tous les impacts indirects aussi du mécénat. Ça me paraît essentiel. Et le troisième message, pour moi, c'est celui de la pratique culturelle. Je pense qu'effectivement, soutenir la culture, l'accès à la culture, au spectacle, etc., c'est bien. Mais je pense qu'il faut encourager bien davantage encore la pratique culturelle sous toutes ses formes. Alors, on a parlé de la musique, mais aussi tout le reste, le spectacle vivant au sens large, les arts graphiques, etc. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose à encourager dès le plus jeune âge et de manière encore plus forte. Le cinéma et le théâtre. Oui, je ne vais pas tout citer, mais voilà. Madame, pour terminer sur cet aspect mesure politique, est-ce que vous allez être un peu, vous aussi, polémique, un peu taquine? Non, je ne pense pas être polémique, je suis plutôt très en phase avec les polémiques qui sont lancées. Oui. Donc je suis polémique par essence, mais non, je suis très en phase. Donc rien de, je vais dire, d'original, mais ça veut dire aussi qu'on est assez unis. Peut-être le premier point avant une mesure, c'est que la culture n'est pas un secteur hors sol. Et je pense qu'il faut le dire, que tout ce qui vient d'être dit se voit dans la solidarité, dans la recherche médicale, etc. Et donc, des fois, on se dit que la culture est un secteur à part pour les plus élitistes, les plus riches ou je ne sais quoi. C'est un secteur à part entière qui a exactement les mêmes préoccupations. Et je pense que ça, c'est important de le redire ou de le redire. Donc ça, c'est peut-être un peu plus général, mais voilà. Et sur les mesures, deux choses. La première, c'est qu'effectivement, je pense qu'on n'a pas besoin de mesures complémentaires. On a besoin qu'on nous laisse tranquilles et qu'on nous laisse déjà
déjà faire bien avec ce qui est à notre portée, de manière peut-être plus stabilisée et plus claire. C'est-à-dire qu'on va en arrière, on va en avant, on plafonne, on déplafonne, on met 66, 60, 75, 60, enfin bon, voilà. Et le deuxième, ça a été un peu dit, et je vais le dire différemment, c'est arrêter de stigmatiser les mécènes et les philanthropes. Alors on l'a dit peut-être différemment, est-ce que c'est une niche fiscale, est-ce qu'on défiscalise? Non, c'est avant tout des hommes et des femmes qui ont des convictions profondes d'engagement et qui accélèrent leur engagement par une fiscalité avantageuse certes, mais qui est effectivement, comme tu le disais, avec un reste à charge. Donc arrêtons de stigmatiser, laissons-nous tranquilles et surtout, il faut s'intéresser et essayer d'acculturer le sujet parce qu'il y a aussi des gens qui méconnaissent le sujet. Donc si on connaissait un peu mieux le sujet, on en parlerait un peu mieux. Voilà, ça aussi, c'est dit. Alors, nous allons terminer, si vous le voulez bien, par prendre quelques-unes de vos questions. J'imagine que vous avez pu les noter bien tranquillement. Et puis... Robert nous rejoint, il a failli en tomber. Merci Didier. Alors Robert, à ton avis, allons-nous avoir des questions dans la salle, là, qui soient avec un micro ou pas? Non, voilà, on a même. Des questions dans la salle et des questions, Léa, du public numérique? D'accord. Non. Allons-y. Oui, bonjour, Christian Viennot du Chœur Philharmonique International. Moi, je repars du titre de cet excellent dialogue que vous avez eu entre vous, un monde économique à l'écoute des acteurs de la culture. Nous sommes nous-mêmes acteurs de la culture en tant qu'association, choristes amateurs, et j'aurais voulu suggérer éventuellement à Robert Faure, par exemple, pourquoi ne pas organiser, dans le cadre de cette meilleure écoute des acteurs de la culture, une sorte de job dating entre mécènes et porteurs de projets, pour que les porteurs de projets rencontrent les mécènes et inversement, puisque les mécènes, on l'a compris, sont à la recherche de beaux projets dans les domaines de la culture. Mais dis-moi, Robert, ça ne va pas te rappeler quelque chose, ça? Tu te rappelles que nous faisions les à but non lucratif avec BFM, mais bon, j'y suis plus, les BFM Awards, où on faisait pitcher des associations qui devaient séduire leurs mécènes. Et on les a fait souvent, hein, ça. On pourrait les refaire. Et la posture était inversée. Et ben voilà, on le refait. On peut le faire, mais il faut qu'on se coordonne avec tous nos collègues des établissements culturels, hein, parce que c'est eux qui apportent les projets aux mécènes. Absolument. Oui, mais il y a quand même une idée là qui est intéressante, c'est que il commence à exister toute une série d'organisations, de plateformes de mécènes. Il existe aussi, nous on les fait apparaître au métier dans les territoires, des clubs territoriaux d'entreprises de taille intermédiaire qui sont intéressés par ces sujets et qui ont des sessions où justement ils donnent accès à un certain nombre d'entreprises du territoire aux mécènes. Je pense que vous organisez aussi plus ou moins des choses de cet ordre. Il y a des organisations de mécènes autour de sujets précis, mais c'est vrai qu'on aurait intérêt vraiment à développer ça, parce que ce lien entre mécénat et association est super et important. Ça permet d'avancer. Ouais. Et il y a des outils digitaux qui permettraient de le faire peut-être aussi de manière plus facile. Oui, il y a maintenant des plateformes, en effet, comme vous le disiez, Philippe Dornano, qui accélèrent la mise en relation entre les mécènes et les associations, leur permettent des échanges boostés. Et puis il y a des initiatives avec Spark News où les associations pitch et les mécènes en face sont à l'écoute, plus ou moins, pour administrer tel ou tel don ou subvention. Autre question, allez-y. Je ne vois pas bien, monsieur. Bonsoir, je suis dans l'ombre. Vous êtes dans l'ombre, oui. Je suis Grégoire Harel, je suis le fondateur d'un projet qui s'appelle ProArty, qui est un fonds de dotation et qui soutient les projets artistiques qui recherchent du mécénat. Et je profite de cet événement où on a à la fois des mécènes, le ministère de la Culture, pour lancer un petit cri d'alarme en partageant quelques chiffres sur notre activité en 2019 et en 2021 dans le secteur du spectacle vivant, qui est l'un des secteurs que l'on court. On avait réussi à collecter et répartir environ 700 000 € entre janvier et juin 2019 pour le spectacle vivant. Entre janvier et juin 2021, pour le spectacle vivant, on a réussi à collecter et répartir 170 000 €. Donc moi, je souhaite lancer un petit cri d'alerte pour les
les opérateurs indépendants du spectacle vivant, malgré le soutien que le gouvernement a apporté pour l'intermittence, malgré toutes les aides qui ont été diffusées pour les grands opérateurs culturels. Je pense que la création vivante, indépendante, est très, très fortement touchée en France aujourd'hui, et que j'invite tous les mécènes ici présents à se pencher sur le sujet comme ils le font aujourd'hui, et de continuer à le faire. Et voilà, s'ils veulent qu'on en parle, on peut en parler aussi. Merci. Merci. Allez-y. On va venir vers vous, madame, avec le micro. Oui, bonjour. Camille Clavry, responsable du mécénat à l'Opéra Comique. Moi, j'ai une question un peu précise qui est comment allier l'innovation et les projets nouveaux avec la pérennisation, parce qu'en fait, on est toujours encouragé par les mécènes à développer des nouveaux projets à fort impact, ce qu'on fait par exemple à l'Opéra Comique. Et souvent, au bout de 3 ans, à peine le projet lancé, les fondations d'entreprise, les entreprises nous disent que leur statut leur impose de finir le mécénat au bout de 3 ans. Et parfois, on a du mal à monter des projets qui durent plus longtemps. Donc voilà. Qui a un élément de réponse là-dessus? Est-ce que vous adressiez, on va peut-être plutôt venir vers vous, madame, est-ce que vous adressiez votre question à l'un ou à l'autre, ou est-ce que c'était à la volée de celui qui voulait répondre? À qui veut répondre? Voilà. À qui veut répondre? Voilà, vous êtes joueuse. Alors, qui veut répondre? Allez, Philippe Dornano et Pierre Drillon. Je vais répondre. En fait, oui, c'est vrai que l'impact temporel est souvent de 3 ans sur les projets qu'on a et les conventions de partenariat qu'on a ou de mécénat. C'est une durée qui est habituelle, mais qui est loin d'être obligatoire. C'est souvent d'ailleurs l'association ou le partenaire qui nous propose cette durée et rarement on nous propose des projets sur le long terme. Et en fait, je pense que c'est dommage, et je vous rejoins, parce qu'une relation, ça se construit sur le long terme, une histoire, ça s'écrit sur le long terme. Et donc, vu de moi, c'est important qu'on développe justement ces partenariats, ces projets sur plus de 3 ans, parce que 3 ans, c'est à peine le temps de se connaître, hein, si on se dit les choses. Et donc, moi, je suis plutôt très en demande, justement, que l'Opéra Comique et l'ensemble des gens qui sont concernés nous proposent à nous, entreprises, des projets sur le long terme. On n'est pas uniquement sur une approche court-termiste, on a aussi envie de faire des choses pendant plusieurs années. Alors, Philippe Dornano et Virginie Percevaux. Moi, juste dire que là encore, il y a aussi un travail à faire d'amélioration pour les mécènes, hein. C'est-à-dire que de réflexion, mais plusieurs d'entre nous ont parlé justement de cette idée du long terme. C'est certain qu'il y a 2 sujets d'ailleurs, hein. Il y a le sujet du soutien sur une longue période de temps, et puis il y a aussi le sujet de trop d'affectations précises qui rend très difficile la gestion pour certaines associations. Et ça, c'est des points dans lesquels il faut qu'on travaille, à une meilleure gouvernance, à mieux expliquer ça aussi à l'intérieur des cercles de mécènes. Le deuxième point, c'est qu'il pourrait y avoir, on parlait de déplafonnement fiscal, il pourrait aussi y avoir, par exemple, on pourrait imaginer que sur des causes qui sont soutenues sur une longue période de temps, il y ait éventuellement la possibilité à ce moment-là de pouvoir investir plus. Ça pourrait être aussi quelque chose qui pousse l'investissement de long terme et qui serait certainement très très utile aux associations ou à ceux qui reçoivent le mécénat pour mieux s'organiser. Madame ? Si. Moi, je crois que vous avez raison. En fait, il faut quand même qu'au bout d'un moment que les mécènes gardent la tête froide, parce que l'innovation, c'est bien. Mais il y a un moment où il faut quand même capitaliser sur ce qu'on fait et être dans l'innovation sociale tout le temps. Franchement, ça peut être un peu inutile et contre-productif au bout d'un moment. Donc je pense qu'il faut effectivement raison garder. Moi, c'est un peu un de mes chevaux de bataille que de dire qu'il faut justement capitaliser, diffuser, s'aimer, etc. Donc je passe beaucoup ces messages-là, parce que comme on est territorialisé, justement, on crée du lien, etc. Donc je pense qu'il y a ça. Et puis après, je pense que ça dépend vraiment de chaque fondation. Nous, par exemple, on n'a pas de règles sur les 3 ans. J'ai en tête une structure qu'on accompagne depuis 6 ans. Donc voilà, ça dépend, hein, vraiment. Mais je pense qu'il faut quand même passer ce message de l'innovation à tout prix. Bon, c'est bien, mais aussi prendre le temps de réfléchir. Autre question, vous aviez levé la main, on va venir vers vous.
On est déjà venu, en fait. Merci. Vous êtes déjà venu, allez-y. Merci. Isabelle Blounem, présidente de l'association IDEAS, on se connaît d'ailleurs. En fait, Oui, j'ai madame, levé la main. interviewé. Exactement. J'ai levé la main au moment où vous disiez qui veut répondre. Alors, je vais vous donner, si vous me permettez, des éléments de réponse sur 2 points. Effectivement, sur le premier point, c'est le long terme. IDEAS, on accompagne bénévolement des associations et fondations sur leur gouvernance, leur transparence, leur vision stratégique, leur cartographie des risques, leur évaluation, un mot qu'on préfère à impact. Et on intègre effectivement cet élément de durée parce que c'est essentiel. Et en général, on travaille sur 3 x 3, 9, disons une dizaine d'années avec les structures qu'on accompagne. Et c'est essentiel. Et je rebondis également sur l'innovation. Je partage totalement tout ce que vous venez de dire. À un moment ou à un autre, tout le monde est innovant. Les Restos du Cœur étaient innovants. On peut en trouver plein. Donc effectivement, on voit bien, c'est peut-être, je vais essayer de dire ça très très rapidement, mais que la prolifération des appels à projets a entraîné un formatage. Moi, j'ai été dans des jurys, je reconnais plein et de grande qualité souvent. Malheureusement, ce mode de sélection, qui a évidemment des mérites, conduit à formater, à des attentes, à donner des primes aussi à ceux qui savent pitcher, à ceux qui savent, etc. Mais l'innovation, elle a ses limites. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail collectif à mener pour prendre un petit peu de distance et reconnaître qu'il y a des besoins pour lesquels, que ce soit dans le domaine de la culture ici présent ou dans d'autres, pour lesquels l'innovation, c'est un élément, mais c'est de loin pas le seul qu'il faut apprécier. Donc on est à votre disposition, Monsieur Faure et vous tous, pour travailler là-dessus, et on a vraiment des retours d'expérience très solides. Donc je vous prie de m'excuser, c'était la réponse à votre question, mais ce n'était pas une question. Merci. Je vous en prie. Merci. Alors, autre question, Robert Faure, est-ce que vous nous donnez... Je crois qu'il y a une question là. Allons-y, parce que je ne maîtrise plus maintenant la question du temps. Que tu m'avais dit, il faut être bien à l'heure, donc ça y est, oui, j'étais parfaitement à l'heure. Hein. On va s'arrêter parce qu'il y a une autre table ronde, très courte, plus courte. Donc je ne me ferai pas tirer les oreilles. Mais ensuite, la ministre de la Culture et la secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement doivent nous rejoindre. Il faudra pas les faire. On donnera bien nos notes. Hein. Voilà. Allez-y. Bonjour, merci de me donner la parole. Donc, moi, je suis Jennifer Pellage, je représente l'association Belle Dame, qui est une association justement pour promouvoir la diversité culturelle et donc le parcours des femmes inspirantes à travers, je dirais, leur parcours de vie. Et ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse effectivement au mécénat. Et je trouve que c'est un petit peu difficile, c'est un milieu un peu fermé. Quand on vient de la diversité, je dirais, enfin, quand on veut défendre les valeurs de la diversité, du vivre ensemble, etc., c'est pas toujours évident, en fait, quand on n'a pas forcément le réseau, de pouvoir avoir le soutien nécessaire. Pourtant, on a le soutien du ministère de l'Outre-mer, de l'Agence de la cohésion sociale. Et en fait, je recherche des partenaires, enfin des mécènes pour pouvoir nous accompagner dans notre démarche de visibilité, de mettre en lumière des femmes engagées, inspirantes à travers leur parcours, parce qu'on pense que voilà, ça a du sens et ça peut créer du lien social. Justement, vous parliez du vivre ensemble. Et donc, je disais que femmes, outre-mer, diversité, c'était pas évident de pouvoir se faire, je dirais, un réseau dans ce secteur-là. Donc, je voulais porter, je dirais, un regard sur ces sujets. Donc, merci de votre attention et merci de répondre. Merci à vous. On va voir qui peut vous apporter quelques éléments de réponse sur ce qu'amène l'exemplarité, parce que je crois que c'est au cœur de votre propos, l'exemplarité de ces femmes et de leur diversité et de leur passion de vie partagée. Comment on peut répondre au fait, c'est un peu vieux comme le monde, hein, quand on a des difficultés à accéder à un réseau, on peut vivre cela d'une manière très compliquée. Alors aujourd'hui, il y a le digital, il y a des plateformes qui apportent des outils, ça aide un petit peu, mais bon, ça ne remplace pas. Il y a les réseaux sociaux, en effet. Il y a des associations, des regroupements, je pense à des experts du centre du mécénat, comme l'ADMICAL ou d'autres, qui peuvent aussi vous donner des infos, mais j'imagine que vous connaissez peut-être, non? Et puis peut-être que vous aurez d'autres idées, les uns ou les autres, sur cette question-là. Non, Robert non plus. Vous voyez, vous avez posé une question qui laisse sans voix. Oui.
c'est un long chemin. C'est un long chemin. Moi, je viens, L'Admical, et puis il y en a d'autres. Hein, qui réagit? Il y a des mécènes. Il y a des mécènes. Moi, Il y a une réponse non, là. c'est pas une réponse. Elisabeth Dazouza. Ouais, c'est pas une réponse, mais pour pas qu'il n'y ait pas réponse, je crois qu'effectivement, on est assez cloisonné en France, quels que soient d'ailleurs les réseaux, Oui. quels que soient d'ailleurs les secteurs. Donc, je vous invite en privé, en tous les cas, moi, de pouvoir vous accompagner sur le Centre français des fondations, l'Admical, et puis des mises en relation directes sur des mécènes ou des secteurs, si je peux, en tous les cas, voilà, à votre disposition. Il y a des clubs, hein, il y a des organisations qui ont fondé, c'est peut-être chez vous aussi, le maillon en lien avec certains de vos entreprises qui sont organisées. Et puis il y a des clubs de mécènes territoriaux, je pense à Nantes, et à d'autres géographies, je ne sais pas s'il y en a dans votre secteur. Et puis il faut réorganiser des moments de teasing, des moments où les mécènes et les associations se rencontrent. Juste peut-être pour dire... Oui. Juste pour dire un mot, pour peut-être expliquer en sens inverse ce qui se passe pour les fondations. Les fondations reçoivent des centaines de demandes. Et elles sont souvent pas très équipées. Enfin, nous, par exemple, notre fondation, on fait un mécénat de compétences qui est en plus de notre soutien, en fait, qui est pris sur les équipes de Sisley. Et on reçoit des centaines de demandes. Et sauf à avoir une énorme administration, on peut pas forcément, enfin, on répond à tout le monde, mais on peut pas forcément voir tout le monde. Et donc il faut essayer de forcer la porte et bien présenter son projet. La deuxième chose, c'est que on vient d'expliquer qu'il faut essayer de s'engager sur le long terme. Nos soutiens, on les fait souvent pour des assez longues périodes de temps. On n'a pas effectivement de critères de 3 ans. Donc ça veut dire que si on soutient des associations pendant des longues périodes de temps, on en prend moins de nouvelles. Et donc ça peut être aussi un obstacle. Mais il ne faut pas se décourager. Il faut quand même écrire. Il faut essayer de voir surtout les responsables. Si on arrive à les voir et qu'on a un bon projet, on peut déjà convaincre. J'ajouterais que c'est vrai qu'il n'y a pas de répertoire des entreprises mécènes. Les grandes entreprises, les grandes fondations affichent leur politique de mécénat en ligne, donc elles sont saturées de demandes généralement. Et il y a, derrière tout ça, il y a 99 000 entreprises qui utilisent la législation actuellement. Ce sont des chiffres qui nous sont arrivés la semaine dernière. Des chiffres fiscaux. Alors, et puis, il y a toutes les entreprises qui ne défiscalisent pas leur mécénat. Donc, c'est extrêmement large. Alors, je vous invite à explorer certains outils. Par exemple, le catalogue des fondations abritées de la Fondation de France. Il y a 850 fondations abritées à la Fondation de France. Il y en aura peut-être bientôt 900. Là-dedans, vous devriez trouver des fondations qui s'intéressent, je dirais, à la cause féminine, hein, pour employer une expression large. Il y a des grandes entreprises, d'ailleurs, dont les fondations s'intéressent exclusivement à ce domaine, par exemple L'Oréal. Voilà. Le Centre français des fondations. Alors, il y a le site du Centre français des fondations, qui est aussi une ressource importante, mais on se connaît avec Jennifer Pelage, hein, on s'est déjà parlé. C'est très compliqué. Il y a un vrai problème de visibilité du mécénat en France, mais on comprend que les entreprises, notamment les fondations, se cachent un petit peu pour mener leur action. Et puis, le monde des TPE et des PME s'organise souvent, comme on l'a dit, en mécénat collectif, hein, à l'échelon territorial notamment, ou sur des causes, et tout ça est évidemment à explorer. Voilà, on va terminer Voilà. avec tout cela. Et Merci. comme beaucoup d'entre nous vous ont proposé d'avoir une vision positive pour ces mois à venir et ces mois de campagne, si un jour vous avez un tout petit peu de cafard, eh bien, vous allumez C8, je fais un peu ma pub, tous les dimanches à 9h, et puis je vous partage à la télévision un post positif avec chaque dimanche la volonté de se dire allez, on va passer une bonne journée, on va passer une bonne semaine, et on se quitte avec ça, on les applaudit tous et toutes, et à bientôt, et merci beaucoup. Merci Didier. Merci à vous. Magnifique.